Bon, bonjour à tous, bon après-midi. Alors je vois qu'on est plus que uniquement les référents régionaux de la FESP. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse aussi des entrepreneurs ou des personnes qui actuellement ne sont pas référents régionaux. La réunion d'aujourd'hui va être un peu particulière parce que comme vous l'avez vu, comme vous y avez participé pour certains, il y a 2 heures, nous avons annoncé le rapprochement entre la FESP, donc notre fédération, Fédération du service aux particuliers, et la FEDESAP, ce qui va nous permettre d'être plus forts, ce qui va nous permettre d'être plus présents dans les territoires, et ce qui obligatoirement va avoir des incidences sur notre présentation dans l'ensemble des territoires. Donc on va avoir une réunion qui va être surtout une réunion d'information et d'échange, et je vais tout de suite laisser la parole à Olivier. Merci Guillaume. Oui, merci d'être là. On souhaitait effectivement présenter à l'occasion de ce salon des services à la personne et dans le contexte que vient de rappeler, on souhaitait donc présenter notre réseau de référents territoriaux puisque nous avons des référents régionaux et des référents départementaux et que nous les animons, nous animons ce groupe donc à raison de 3 à 4 réunions dans l'année et évidemment des contacts permanents selon la... selon l'actualité et évidemment selon le contexte territorial concerné. Nous avons ici à la tribune 3 référents territoriaux. Sylvie Bartel, qui nous parlera aussi de sa façon de voir sa mission, puisqu'il s'agit bien d'une mission sur le territoire donc de la Bourgogne. Également Richard Rusguindos, qui est le référent territorial de la FESP pour la Réunion, l'île de la Réunion. Et puis, j'ai envie de dire, elle nous le pardonnera, la petite dernière, donc Sylvie Maréchal, qui est la référente, la petite dernière pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, qui est la référente donc de la FESP sur une autre île des DOM, qui est la Martinique. Donc voilà, chacun pourra évidemment prendre la parole tout à l'heure pour nous expliquer comment ça se passe sur son territoire et aussi comment ça se passe, la liaison avec la FESP nationale, si on peut dire. Voilà, et Sylvie Bartel nous parlera plus précisément du cas de ce qu'elle a pu faire en tant que référente régionale et que beaucoup d'autres ont pu faire dans le cadre donc du projet de loi de vieillissement, d'adaptation de la société au vieillissement, qui est encore d'actualité, puisque vous savez que ce projet de loi, après les 2 lectures à l'Assemblée et au Sénat, arrive en commission mixte paritaire sénateurs-députés le 2 décembre prochain et ensuite devrait être promulgué en partie au 1er janvier et pour ce qui concerne les métiers des services à la personne, plus particulièrement au 1er juillet. On pourra y revenir si vous voulez. On vous a préparé quelques slides pour vous rappeler, pour vous indiquer, vous montrer ce que l'on attend, nous, des référents territoriaux. Alors peut-être tout à l'heure, Guillaume reviendra dessus, mais c'est vrai que nous avons privilégié, en tout cas l'approche de la FESP a été de privilégier une montée en puissance du réseau de référents. Voilà pourquoi on a commencé par chercher des volontaires pour être référents régionaux, pour ensuite passer à l'échelon départemental qui est, il est vrai, beaucoup plus adapté puisqu'on est sur un échelon de grande proximité avec le département. Mais il nous semblait difficile, comme ça, de but en blanc, de passer directement à la gestion d'une centaine de personnes qui nous semblait un petit peu trop ambitieux dans un premier temps pour nous. Alors c'est vrai, Guillaume peut-être reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que bon, le rapprochement avec ce projet commun avec la FEDESAP va faire que les 2 réseaux vont fusionner. Et nous sommes en train d'y travailler avec évidemment nos amis de la FEDESAP
pour faire en sorte, évidemment, d'avoir un réseau homogène sur l'ensemble du territoire, évidemment avec une strate régionale et une strate départementale. Et ça, c'est vachement intéressant, en fait, parce qu'on peut, comme dans beaucoup de choses, il y a menace, opportunité. On peut se dire, ouais, mais attends, moi, je suis sur mon département, il y en a un autre qui va arriver. Sauf que, comme vous l'avez constaté, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas forcément un maximum de temps à consacrer à nos activités fédérales, et que se répartir à deux un job de être présent, certains au niveau de la DDT, par exemple, dans certaines commissions, d'autres qui sont présentes dans d'autres commissions, se répartir les députés, se répartir les relations avec l'ensemble des acteurs locaux, eh ben, ça va renforcer véritablement nos actions et ça va nous permettre, moi j'en suis absolument mais convaincu, d'être plus efficace au niveau local. Et d'ailleurs, c'était un des objectifs aussi de ce rapprochement, c'est être plus fort au niveau local. Parce qu'aujourd'hui, objectivement, au niveau national, on fait des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Mais après, il faut qu'on soit capable de redescendre toutes ces actions au niveau local, parce que nos boîtes, elles sont au niveau local. Parce que derrière, nos problématiques de recrutement, nos problématiques de formation, nos problématiques de relations avec les conseils départementaux, nos problématiques de relations avec nos élus, tout ça, ça se fait au niveau local. Et c'est là où on a besoin d'avoir des relais véritablement et d'être plus fort et de pouvoir être à chacune des réunions. Oh, vous l'avez constaté, vous le savez comme moi, que on a plein d'interlocuteurs au niveau local. Et se les faire tous, eh ben, à un moment, on y passe beaucoup de temps. Donc là, à deux, ça sera mieux. Et donc, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui est extrêmement positif. Et cette répartition des rôles, on va y travailler ensemble. On va y travailler ensemble au niveau des bureaux et des conseils d'administration FEDESAP, FESP, qui vont être réunis dans la FNSP, dans la Fédération nationale des services aux particuliers. On va y travailler avec vous aussi pour qu'au niveau local, entre référents territoriaux, entre référents départementaux, eh ben, il y ait ce travail en commun qui soit mis en place dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Alors, qui peut être référent territorial FESP et bientôt FNSP? Qui peut être référent territorial? Eh bien, d'abord, un chef d'entreprise, ou une chef d'entreprise, bien sûr. Donc, d'abord, un chef d'entreprise. Ça veut dire que la FESP n'a pas le loisir, les moyens et même l'envie, le souhait d'avoir des permanents sur les territoires. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir, comme le disait Guillaume, des personnes qui connaissent réellement le métier, qui sont de plein pied dans le métier et qui peuvent porter la parole des chefs d'entreprise, qui peuvent relayer aussi les décisions qui sont prises au niveau national par les instances représentatives de la FESP et du SESP, bien sûr. Plusieurs règles qui nous semblent qualitatives sur ce réseau. Et c'est pour ça qu'on a véritablement de très très bons éléments. Je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, pour beaucoup, les meilleurs bien sûr, mais parce qu'en fait on a pu les éprouver au fond. Ils ont pu montrer leur capacité à se mobiliser et on doit dire qu'on a vraiment des profils qui se sont révélés dans cet exercice, à vrai dire. Voilà, donc c'est l'occasion de les remercier et de leur dire à quel point on a conscience de leur implication et de ce que ça veut dire derrière. Ce que ça veut dire en termes de force de conviction, de temps aussi, malgré tout, à consacrer, de force de proposition aussi. Hein. Nous avons des référents territoriaux qui, parce qu'ils sont chefs d'entreprise, parce qu'ils sont de plein pied dans l'activité et qu'évidemment, ils participent à la réflexion qui arrive, qui aboutit donc aux prises de position de la fédération et de son syndicat, eh bien, sont tout à fait en capacité d'expliquer avec des mots simples ce que la fédération veut faire passer comme message aux autorités, bien sûr, et puis parfois aussi à des acteurs privés. Hein, sur le terrain, ça arrive également. Qui peut être référent? Un chef d'entreprise, oui, mais un chef d'entreprise qui s'engage sur un certain nombre de points. Et donc, il y a une charte qui compte plusieurs points. Donc là, on en a 12. C'est une charte en fait qui est signée par chaque référent. Et donc, vous voyez les éléments. Hein. Promouvoir la liberté de choix des consommateurs, c'est le point numéro 1. La liberté de choix.
le droit d'option, le droit de choix des bénéficiaires, des Français, des ménages au fond, hein. C'est-à-dire que la fédération, le syndicat, et je parle sous le contrôle du vice-président de la fédération, a comme règle de faire en sorte que la plus grande liberté soit laissée aux bénéficiaires du service, aux clients, aux consommateurs, appelons-le comme vous voulez. En fait, de façon très concrète, on est pour, si jamais il doit y avoir des aides existantes, que ces aides elles soient dirigées vers le consommateur et non pas vers les structures. Dans l'idéal, il vaut mieux avoir des gens qui ont des CESU et qui derrière peuvent choisir, des CESU préfinanciers, qui derrière peuvent choisir le prestataire ou le mandataire ou le délégataire ou l'emploi direct, et donc choisir véritablement l'offre qui correspond le mieux à leurs attentes, plutôt que d'avoir un système où il y a une aide, une subvention qui arrive au niveau d'un organisme quelconque et qui permet de créer une éventuelle distorsion de concurrence. Donc on est pour que ce soit le choix maximum, pour qu'il y ait des conditions de concurrence qui soient les plus équilibrées possibles et pour que ce soit globalement la meilleure offre qui permette à nos clients de bénéficier de meilleure qualité de service possible au meilleur prix. D'ailleurs, le référent FESP est d'abord un chef d'entreprise, c'est aussi bien sûr un adhérent. Il faut qu'il ait adhéré pour pouvoir représenter la fédération, bien sûr. Et il y a des règles. Le réseau de la FESP ne peut pas être un réseau qui soit capté par un seul acteur. Par exemple, ça ne peut pas être un réseau O2 ou autre. On pourrait en citer beaucoup. Il y a des règles, hein, c'est-à-dire qu'aucune entreprise ne peut avoir plus de 10 référents sur l'ensemble du réseau, sachant qu'il y a 102 départements, il y avait 26, il y aura 13 régions, donc ça fait quand même du monde. Donc le plafond de 10 est important. Et c'était le plafond à l'époque où on était FESP. Quand on va être FNSP, je pense que ça sera 2 ou 3 max, quoi. Enfin, j'imagine. Ça sera réactualisé. Ça va bien évidemment. Et surtout, l'objectif à la base, c'était pouvoir avoir la meilleure couverture et la meilleure soutien possible à l'ensemble des adhérents sur l'ensemble du territoire. Deuxième règle, le réseau de référents de la FESP, c'est un réseau qui est composé de tous les métiers. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un seul métier, par exemple l'aide à domicile ou le soutien scolaire ou la garde d'enfants à domicile, qui capte l'ensemble du réseau. Donc là aussi, il y a des garanties qui font que c'est réparti de façon à peu près équilibrée sur l'ensemble du territoire. Troisième règle, il y en a 3. La troisième règle, c'est tous les modes d'exercice sont représentés. C'est-à-dire l'entreprise prestataire, l'entreprise mandataire, délégataire également. On a également d'ailleurs une coopérative qui est référente territoriale. On a même eu, puisqu'elle elle est membre du bureau de la FESP et présidente du SPE, même une représentante du particulier employeur. Donc vous voyez que c'est une grande diversité. Et en fait, c'est de cette diversité-là que nous tirons en fait notre capacité à être, nous le pensons en tout cas, pertinent sur l'ensemble des sujets. Et quand on réunit tous les référents territoriaux, en tout cas le plus grand nombre possible, on voit bien cette diversité. C'est ce qui vient enrichir le débat, à vrai dire. Alors, promouvoir la liberté des choix des consommateurs, contribuer au développement des services à la personne, quel que soit le mode. Voilà, c'est illustration. Ça, c'est un engagement. Tout ça, c'est signé par les référents. Donc, quel que soit le mode d'exercice, le métier et l'activité exercée. Troisième point, défendre l'équité de traitement entre les acteurs du secteur. Oui, il n'y a pas, du côté de la FESP, de mode d'exercice qui soit privilégié en tant que tel. En revanche, ce qui est recherché par les élus et les adhérents, jusque-là, c'est effectivement une équité, la recherche de l'équité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un régime qui se détache de façon inéquitable, fiscalement par exemple, ou réglementairement, de trop des autres. C'est l'idée. Et quand il y a des distorsions, il faut, la fédération réfléchit à la façon dont on doit parler au pouvoir public pour venir les gommer. Être le point d'ancrage, évidemment.
être le point d'ancrage des objectifs nationaux de la fédération, le point d'ancrage dans les territoires. Quand la fédération, par exemple, se mobilise fortement sur un projet de loi, ou contre parfois de certains aspects d'un projet de loi, évidemment, le bras armé de la fédération, ce sont d'abord ses référents territoriaux. Et on en parlera tout à l'heure avec un exemple tout à fait d'actualité. Relayer les messages de la FESP nationale auprès des décideurs locaux, publics et économiques, on en a parlé. Effectivement, ça paraît évident, mais c'est mieux quand c'est écrit. Structurer le réseau des entreprises adhérentes en partenariat avec le SESP et des particuliers employeurs en partenariat avec le SPE. C'est la particularité de notre fédération, qui est une fédération qui arrive à mettre autour de la table, finalement, des acteurs qui ont peu l'occasion de discuter ensemble. Donc les entreprises, bien sûr, mais aussi une part des particuliers employeurs. Je vous le disais tout à l'heure, pas seulement les particuliers employeurs, il y a des coopératives qui sont adhérentes. Pour les DOM, il y a aussi des associations qui sont adhérentes. Donc la valeur ajoutée, si on peut dire, de cette fédération, c'est cette capacité à mettre autour de la table les différents régimes. Et évidemment, le référent territorial, quel que soit, lui, son mode d'exercice, doit être capable de porter la parole de la fédération sur l'ensemble des modes d'exercice et sur ce qui fait consensus au sein de la fédération. Assurer le transfert d'informations du local au national, c'est également dans l'autre sens. C'est-à-dire que la fédération, évidemment, ses instances de gouvernance et ses commissions de métiers, ceux qui sont adhérents du SESP et de la FESP connaissent bien les commissions métiers. Il y en a 11. Ça veut dire qu'on a un flux de commissions qui est assez soutenu. Et on sait que selon les commissions, généralement, on a une dizaine, une quinzaine, certaines commissions où il y a beaucoup de monde, mais il y a une dizaine, une quinzaine de personnes à chaque fois, toutes les 6 semaines, parfois toutes les 8 semaines pour certaines commissions qui ont moins de raisons d'actualité à se réunir. Quoique, ça varie avec l'actualité évidemment, puisque là, par exemple, la commission plateforme s'est relancée parce qu'il y a une vraie problématique, un vrai sujet sur l'émergence des plateformes en France. Et évidemment, la fédération, la FESP est tout à fait mobilisée sur ce point, et Guillaume, il prend toute sa part aussi dans ces discussions, au sein du bureau ou au sein du CA. Donc voilà, il faut que, pour nourrir la réflexion des instances de gouvernance, il faut que les référents territoriaux transmettent, je ne dis pas fassent remonter, hein, je dis transmettent l'information au national en disant à tel endroit, il se passe tel sujet. On l'a fait tout à l'heure ou hier, je ne sais plus, avec la Martinique, très concrètement. Voilà, c'était ce matin même avec la Martinique, suite au rendez-vous que nous avons eu avec le cabinet de Madame Rossignol, et où on a compris qu'il y avait une spécificité en Martinique sur certains points que l'on va explorer. Donc, voilà un exemple très concret. Réaliser la collecte et la transmission régulière à la FESP des données locales et analyse prospective, donc ça, on va encore un peu plus loin, puisque là, on est dans le prospectif. C'est pour ça aussi que, par exemple, sur des travaux comme le domicile connecté, les services à la personne en domicile connecté, il était important que nous ayons là aussi des relations avec des acteurs de terrain qui nous expliquent, moi je suis dans une région, par exemple Silver Economy, voilà comment ça marche, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, que pourrait dire la fédération à ce sujet. Au passage, vous savez que le livre blanc service à la personne en environnement numérique, vous pouvez l'avoir sur le stand de la FESP, il suffit de le demander. Promouvoir la qualité du service, si tu veux en parler. Bon, ça, c'est l'un des points fondamentaux de la fédération depuis toujours. Et évidemment, il faut que le référent territorial de la FESP, évidemment, entre dans cette logique de promouvoir la qualité. Ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion déjà à porter sur soi et sur son activité. C'est-à-dire, suis-je certifié, pas certifié? Est-ce que je rentre dans une logique de certification, une démarche de certification ou pas? Est-ce que j'applique la charte qualité de la DGE, etc. Si tous les référents ne le font pas encore, tous s'interrogent là-dessus et discutent avec nous pour aller vers cela.
et pouvoir ensuite l'expliquer, évidemment, dans son environnement local et territorial. Alors, sur le 10e point, c'est développer localement des actions de professionnalisation des salariés. Ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui est absolument fondamental. Je ne sais pas si vous savez, ce sont aujourd'hui plus de 450 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi dans nos services pour effectuer nos métiers. Et pourtant, on a tous des difficultés considérables de recrutement. Et aujourd'hui, Pôle emploi, mais aussi les régions, ont des moyens très significatifs pour mettre en place des actions de professionnalisation, des actions de formation. Parce qu'il y a beau avoir plus de 400 000 personnes qui sont inscrites dans nos métiers, la réalité c'est qu'il y en a très peu qui postulent, ou très peu qui postulent avec les bonnes qualifications, avec le bon niveau. Parce que comme nos clients sont exigeants, on est aussi exigeants. On ne peut pas confier à n'importe qui des enfants, on ne peut pas confier à n'importe qui ses parents âgés, on ne peut pas confier à n'importe qui même les clés d'une maison. Et l'image d'Épinal qu'il y avait sur il suffit d'être sympa et d'avoir un bon savoir-être pour pouvoir être dans le secteur, ça va quoi. Ça a peut-être vécu à un moment, mais ce n'est pas du tout ce que l'on attend. Et pour construire des actions de professionnalisation, on a besoin de constituer des groupes. Parce que malheureusement aujourd'hui, les formations sont encore quasi exclusivement en présentiel. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse à constituer des groupes de minimum 8 à 12 personnes. Constituer un groupe de 8 à 12 personnes, il y a très peu d'entreprises qui sont capables d'absorber 100% de ces salariés en sortie. Donc c'est là où c'est super important de réussir à se regrouper au niveau local et de mener avec le Pôle emploi, de mener avec la région, de mener avec... Alors le département, normalement, c'est plus son domaine d'activité, mais ça l'a pu l'être à un moment, de mener avec la directe des actions de formation en regroupant l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est vraiment des choses concrètement qui peuvent être mises en place et sur lesquelles on peut avancer et sur lesquelles vous pouvez avancer dans les semaines qui viennent et dont on prendra après le relais avec nos amis de la FEDESAP dans le cadre de la FNSP. Alors, le point 11, évidemment, il faut bien en arriver là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi faire la pub. Il faut aussi, alors je le dis de façon abrupte, mais tout ça, ça demande des moyens. Ça veut dire que nous sommes là pour fédérer, nous sommes là pour défendre les intérêts. Et défendre les intérêts, on l'a vu tout à l'heure aussi, on est plus fort quand on est ensemble. Et donc, ce que l'on attend aussi des référents territoriaux, c'est qu'ils soient, disons, je peux le dire, sous le contrôle de Guillaume, mais c'est qu'il soit fier de sa fédération, c'est qu'il soit fier de son syndicat, et qu'ils disent, bah oui, ils disent à ses confrères, rejoignez-nous, on a besoin de vous, allons-y ensemble, battons-nous ensemble s'il faut se battre, et construisons ensemble, puisqu'on est là pour ça. Donc c'est ça l'idée. Hein. Et donc le point 11, il est extrêmement important, bien sûr, pour tout le monde, et d'abord pour la fédération. Le point 12, animer la vie de la fédération en faisant émerger une culture locale fondée sur des intérêts et enjeux communs. Alors dit comme ça, je vous avoue, ça fait un peu novlangue. Ça fait un petit peu, bon, on va dire que c'est bien écrit avec des guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'il y a une culture commune à avoir et que pour qu'on acquiert cette culture tous ensemble commune, eh bien, il faut une animation. Il faut, par exemple, venir aux réunions quand on en organise. Dès que c'est possible. On sait bien que ce n'est pas toujours possible parce que la France est vaste et que les référents territoriaux, par définition, ne sont pas tous à Paris, donc on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est de façon régulière qu'on puisse se voir, se parler. Guillaume qui préside, donc en tant que vice-président, qui préside donc le réseau, évidemment, vous invite à venir régulièrement, 3 ou 4 fois par an. Et si on se voit 2 fois par an de façon physique, c'est parfait. Ça n'empêche pas évidemment le reste du temps d'échanger par mail, d'échanger par téléphone, bien sûr, ce que l'on fait tous beaucoup. Il y a également la visioconférence avec nous. Et également la visioconférence, évidemment, c'est la réunion qui le souligne. Ah, enfin, si vous nous invitiez à la réunion, on pourrait peut-être venir. Oui, mais justement, on a des collaborateurs qui vont bien souvent à la réunion. N'est-ce pas, Guy? Non, parce que Guy part à la réunion une semaine pour travailler, hein, évidemment, très prochainement.
Et je crois que nous Mais on sommes peut invités aussi à la venir en Martinique, Martinique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de souci. Et notre directeur juridique, Mehdi, était à la Guyane il n'y a pas si longtemps non plus, était en Guyane il n'y a pas si longtemps. Voilà, mais effectivement, les visioconférences, c'est la bonne formule et on va, en fait, en 2016, les institutionnaliser de façon beaucoup plus régulière. Rapidement, juste encore un slide avant de passer au témoignage des uns et des autres, hein, les remarques des uns et des autres. Hein, et à vos questions aussi, et à vos questions, parce que c'est... Oui, parce qu'on voit le temps passer, mais les 5 outils, pour faire simple, le référent territorial, il a sa bonne volonté, il a son savoir-faire, il a son implication, et tout ça est formidable, mais il faut aussi qu'on puisse l'accompagner au quotidien. On peut toujours faire mieux, hein, et on peut sûrement faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, et il faut qu'on s'y attache. Ça, c'est aussi au référent de nous le dire. En fait, en base, on a quelques outils. Le kit référent régional, qu'il faut peut-être là aussi actualiser en fonction des évolutions. L'usage de la marque FESP, on l'a encore vécu ce matin. Le rendez-vous au cabinet de Madame la ministre de la Famille et de l'Autonomie et de la Dépendance avec Sylvie Maréchal donc, ce matin, eh bien, ça a fait l'objet d'une note qui a été rédigée en grande partie par l'Urosap, qui est nos adhérents, enfin, qui sont nos adhérents en Martinique. Et on a revu ça ensemble pour qu'il y ait bien le logo de la fédération. Et le fait qu'il y ait une fédération, peut-être, et ça ce sera à Sylvie de nous le dire, peut-être permet aussi, et qu'il y ait le logo, que ce soit bien repéré, permet aussi parfois d'ouvrir quelques portes, peut-être plus facilement. Une rubrique dédiée dans l'espace adhérent, il y a un espace adhérent qui est réservé, comme son nom l'indique, aux adhérents sur le site internet de la FESP. Et dans cet espace-là, il y a un sous-espace un peu plus restrictif encore, qui est en fait réservé strictement aux référents territoriaux, parce qu'il y a parfois des informations un peu plus sensibles, des informations qui méritent un peu plus d'attention et de délicatesse, on va dire, dans le maniement de ces informations, puisque ça fait appel parfois à des notions que l'on acquiert après avoir discuté, en ayant conscience des enjeux en profondeur. Pas seulement d'ailleurs forcément que des enjeux territoriaux ou nationaux, mais aussi européens, puisqu'on a de bons exemples actuellement. Et donc, il est normal que les référents territoriaux de la FESP aient accès à un niveau d'information qui leur soit propre. Évidemment, les relations presse et évidemment, les réunions régulières, sans en parler. Moi, je vous propose, Guillaume, si tu veux rajouter quelque chose, sinon, on passe tout de suite au témoignage. Peut-être Sylvie Bartel sur... Donc, référente Bourgogne, présidente de Bourgogne Service, et peut-être présenter en 2 mots l'entreprise, et puis parler de ce que vous avez pu faire, Sylvie, lors de notre travail de sensibilisation, on va dire, des pouvoirs publics sur le projet de loi vieillissement. Alors en fait, j'ai créé mon entreprise en 2010, donc en Bourgogne, en Saône-et-Loire plus particulièrement. Donc j'ai des agences en milieu semi-rural et rural. Et j'ai très vite adhéré à la fédération. J'ai très vite adhéré à la fédération parce que quand on est seul dans son bureau, on a besoin de pouvoir rencontrer des collègues qui sont un peu plus anciens dans le métier et puis de comprendre les choses parce qu'on a un métier qui est complexe et compliqué. Donc j'ai participé très rapidement à des commissions qui me tiennent à cœur, maintien à domicile, les commissions juridiques, formation, parce qu'effectivement la formation, je pense que c'est un objectif très important dans nos métiers. Et je suis devenue très récemment référente territoriale avec une mission où je vous avoue que j'étais pas très à l'aise. Parce que moi, je suis plutôt du terrain, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller raconter aux députés, aux sénateurs, aux préfets, pour effectivement défendre notre métier sur le sujet, j'ai envie de dire, qui nous tient un petit peu en haleine depuis le début de l'année. Et puis, Olivier, Mehdi m'ont aidé à préparer ces rendez-vous. Puis j'y suis allée, alors pas toujours convaincue d'avoir passé... un message, mais au final, Olivier m'a souvent rassurée en me disant « Sissi, le message, il est passé ». Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit nombreux sur le terrain, parce que nous, on sait de quoi on parle, sans être prétentieuse, hein, je ne pense pas, mais on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on vit dans nos entreprises, les difficultés,
Et les gens qui nous gouvernent nous mettent des articles qui, quelquefois, peuvent mettre en péril nos entreprises. Alors moi, je suis ravie effectivement du mariage entre les deux fédérations, parce que plus on sera nombreux, effectivement, je crois que personne ne va se marcher les uns sur les autres. Enfin, moi, j'ai aucune crainte de ce côté-là, mais je pense qu'effectivement, si on est deux à aller voir le préfet, ça aura peut-être un peu plus de poids, et puis on pourra avoir un maillage bien plus important. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait la mission pour laquelle on m'a délégué, mais j'ai tenté effectivement de faire un retour régulièrement. Moi, je suis avide d'informations tout le temps et on a besoin, nous, sur le territoire, des informations du national pour, quand on va voir des gens, leur dire des choses réelles, vraies et avérées. Donc c'est important, ce retour d'informations. Oui, merci Sylvie, parce que c'est vrai que c'est important de voir comment ça s'est vécu. C'est vécu par une référente. Quand Sylvie parle d'accompagnement, en fait, c'est très concret. C'est une note. Nous, on souhaite que nos référents soient toujours bordés, si on peut dire, sur les éléments de langage et donc puissent s'appuyer sur une note. Il y a toujours de l'écrit. Donc, on laisse une note. Ce matin encore, on a laissé une note. Donc, on laisse une note pour qu'il y ait évidemment le contact direct. Rien ne remplace ce contact direct. Ce n'est pas dans les services à la personne qu'on l'apprend. On le sait. Mais il faut aussi appuyer son propos sur quelque chose qu'on va laisser, que le député, le sénateur, le maire pourra étudier après à son aise pour vérifier éventuellement ce qu'on dit. Généralement, ils peuvent toujours aller vérifier. Ce qu'on dit est évidemment tout à fait patent. Par exemple, quand dans le projet de loi, il y a eu cette idée qui nous a apparu un petit peu saugrenue, de venir limiter l'activité, de plafonner l'activité des structures d'aide à domicile entrepreneuriales, celles qui étaient agréées, entrepreneuriales ou associatives dès lors qu'elles étaient agréées d'ailleurs. Croyez-le si vous voulez ou pas, mais c'est vérifiable évidemment. Dans l'article 32 bis du projet de loi, il y avait jusque en octobre dernier une disposition qui indiquait que les structures agréées, qui seraient autorisées au 1er janvier, ne pourraient pas réaliser un chiffre d'affaires supérieur de celui du plus haut chiffre d'affaires réalisé dans les 3 dernières années. Ça posait un petit problème en termes de développement de l'activité, en termes de développement de l'offre, etc. Alors évidemment, quand les référents départementaux ou régionaux de la FESP ont pris leur bâton de pèlerin pour aller rencontrer finalement les députés et les sénateurs en leur disant « mais enfin, regardez cette disposition-là, moi, dans ma ville, dans mon entreprise, dans mon agence, voilà ce que ça va faire. J'ai prévu tant, je ne parle pas à votre place, mais je vous ai beaucoup entendu tous, j'ai prévu tant d'embauches en 2016, juste j'arrête de les prévoir parce que je ne sais pas ce que ça va donner. À un moment donné, c'est vous, c'est les référents territoriaux, c'est les chefs d'entreprise sur le terrain qui font varier le vote des parlementaires et des sénateurs. Nous, après, on va effectivement, d'ailleurs aussi avec vous, on va voir le ministre, on explique la même chose, mais le ministre, il a eu le retour d'informations de la part du terrain, de son terrain à lui, c'est-à-dire les parlementaires. Et ça, c'est extrêmement important et c'est exactement ce qui s'est produit, en l'occurrence, sur ce projet de loi. Richard ? Oui. Donc moi je suis référent depuis 1 an. Quand j'ai eu cette relation avec la FESP, ma première réaction a été de regarder si on partageait les mêmes valeurs. Ce qui était très important pour moi. Je dirige un groupe, donc une filiale est dans les services à la personne. Et je pense partager des valeurs et je voulais savoir si ces valeurs étaient respectées dans la fédération. Donc j'ai regardé ces valeurs, elles sont partagées. J'ai regardé s'il y avait une équipe réactive, parce que c'est vrai que si c'est pour faire des référents et surtout quand on a 12 000 km qui nous séparent, si ce n'est pas réactif, on se retrouve tout seul et il n'y a aucun intérêt de le faire. Donc j'ai trouvé une équipe hyper réactive et je les remercie parce que j'ai un interlocuteur au bout du fil chaque fois que je prends mon téléphone, donc c'est important. Et puis ensuite, quand j'ai vérifié ça, j'ai réuni les entreprises. Quand je dis entreprise, c'est tout statut
que ce soit d'un CCAS à une entreprise privée type SARL, ASA. J'ai une délégation qui est venue ici et donc menée par la CCI, donc la Chambre de commerce, où on a des scopes avec Jean-Hugues, avec des SARL, des SAS, on a tout type. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intelligent. C'est-à-dire qu'avoir une fédération qui ne vous limite pas dans votre champ d'action et qui vous permet de pouvoir exprimer ce que c'est que les services à la personne, c'est-à-dire que les services à la personne, c'est très large. Et pour communiquer au niveau des services à la personne, c'est important de trouver des canaux comme ça. Et donc, j'ai trouvé très intelligent le fait de ne pas nous brider sur la possibilité donc, de réunir l'ensemble des acteurs des services à la personne. Alors moi, j'ai réuni les entreprises, j'ai réuni des CCAS, sont venus ceux qui sont venus, donc il y avait une trentaine. Et puis, mes premières démarches étaient donc de savoir si les entreprises étaient intéressées, les acteurs des services à la personne étaient intéressés pour se fédérer et mener des actions. Donc, j'ai eu de bons retours, ce qui m'a permis de continuer et de me motiver là-dessus. Et puis ensuite, ce qui était important aussi, c'est de contacter les institutionnels et de voir un peu comment eux percevaient les services à la personne. Et donc, il s'avère qu'en moins d'un an, on a mis en place donc, des actions sur la dépendance suite à un accord qui a été signé par la fédération, qui était co-signataire d'un accord sur la dépendance. On a mis des actions et on arrive à un plan d'action aujourd'hui sur la petite enfance. On a mené une GPEC avec l'AGFOS et la DIECT. On est en train de mettre en place donc, un incubateur groupement d'employeurs au niveau des services à la personne. Donc, ça, en fait, et sans grands moyens, en fait, c'est souvent des énergies qui viennent et qui sont intéressées. Il n'en faut pas beaucoup, 2, 3, ça suffit. S'il y en a plus, tant mieux. Et donc, on avance comme ça. Mais ce qui me semble intéressant dans la fédération, c'est cette possibilité de pouvoir réunir tout le monde, tous les acteurs de SAP. Alors, quand vous avez un CAS ou une association, c'est des fois faire le grand écart, mais quand on parle de service à la personne, ça nous rejoint. Donc, je trouve ça très intéressant. Voilà. Merci Richard. On voit hein, donc avec Sylvie Bartel et beaucoup hein, d'entre vous et d'adhérents aussi une action plus défensive en fait hein, pour expliquer nos réalités sur le terrain et aussi avec Richard sur l'exemple qu'il vient de développer, des actions très constructives, très positives. C'est-à-dire des actions où vraiment on structure la fédération grâce à ses référents est une force de proposition réelle et très concrète au fond, avec pardon de l'expression, mais une certaine force de frappe, on va dire, qui fait que le référent territorial, il représente évidemment la fédération sur son territoire, mais il a derrière lui une fédération nationale, avec toute la diversité qui vient d'être rappelée. Merci Richard. Sylvie Maréchal, donc présidente de l'UROSAP, a signé une convention avec la FESP le 25 juin dernier, et vous êtes donc référente Martinique pour la FESP. Ce qui nous intéresse, c'est votre démarche. Pourquoi se rapprocher d'une fédération, en particulier la nôtre, et comment vous percevez, vous qui commencez cette mission-là, vous percevez votre rôle, et peut-être aussi en vous appuyant sur l'exemple de ce matin. Alors en effet, on se dit tout. Hein. On a fait la démarche inverse à mon collègue de droite. On a d'abord essayé de structurer, de regrouper les structures de services à la personne sur la Martinique, et ensuite on a cherché une fédération sur mesure prête à accompagner l'Union. C'est vrai qu'on a, moi j'ai une structure de services à domicile avec une trentaine de salariés à peu près, qui existe depuis 2006. On me fait signe qu'il faut que vous parliez bien dans le micro. Qui existe depuis 2006 et donc l'année prochaine 10 ans. Et depuis 5-6 ans à peu près, on essaie de structurer le département, on essaie de regrouper les structures parce que
même si on a un statut juridique différent, association, entreprise, on a les mêmes problématiques. Et pour nous, il n'était pas concevable qu'on se fasse aider par une fédération qui nous répondait: on ne peut pas vous aider parce qu'il y a des entreprises dans votre groupement. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de la FESP. On a échangé. Je ne dirais pas on est tombé amoureux, mais presque. Ça fait 5 mois que ça dure et on marche déjà à 5 mois. Donc voilà. Le département Martinique, c'est quand même un département qui est, malgré le fait qu'il soit le plus vieillissant dans quelques temps, c'est un département qui n'est pas très développé dans l'organisation des structures de services à la personne. C'est pour ça qu'il y a des franchises qui viennent et qui ne restent pas. Je profite pour le dire. C'est un département qui est très peu aidé par l'État. La politique du Conseil général chez nous, c'est pas le nombre... enfin, le montant de l'aide du département n'est pas très élevé. Ça met en difficulté les structures parce que très peu aidé, mais on est taxé sur tout, comme les autres départements, sinon pire. Donc, l'accompagnement de la FESP tombe à point nommé parce que on est là depuis 2 jours. Je pense qu'on a déjà fait un pas on a fait un travail de 2 mois à peu près, hein, ne serait-ce que les 2 derniers jours qui sont passés, c'est vrai. Je le dis par expérience parce que je sais depuis quand on est dans cette dynamique. Et mon rôle, je le prends très à cœur. J'aime bien aller au bout de ce que je fais. Ils sont au courant parce que je les tape de temps en temps pour qu'ils... Donc, je pense que je mettrai les moyens pour que ça continue et qu'on continue ensemble. Et on aura par la suite les résultats de ce qu'on a enclenché déjà dès ce matin avec la visite au cabinet de la ministre. Parce qu'il fallait qu'elle soit alertée aussi qu'il y a un département outre-mer qui souffre. Et donc, de s'attendre à ce qu'on en parle parce qu'on est accompagné par une fédération et qui va faire remonter, au-delà de ce qu'on peut faire nous, faire remonter les difficultés et essayer de les régler. Très bien, merci beaucoup pour ces témoignages. Comme le temps nous presse, je vous propose de passer à des échanges questions. Est-ce qu'il y a des questions des personnes qui sont dans la salle pour qu'on puisse avoir un petit peu d'échange avec vous? Des questions, des réactions, des commentaires, Ah, nous avons... Là-bas, c'est toujours la première question qui est la plus compliquée. Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais savoir, connaître votre avis dans le projet de loi sur l'adaptation. Justement, il est envisagé demain, hein, donc, comment dire, au niveau de l'agrément qualité, donc maintenant qu'il va y avoir une autorisation unique. Donc maintenant, je mesure mes propos, une fois de plus. Donc demain, moi, je crée mon entreprise. Donc, il faut l'autorisation du conseil départemental. Et je voudrais... Oui, ça va être un peu compliqué, je pense. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Donc, voilà. Merci. Merci pour cette question. Effectivement, d'ailleurs, ça rejoint tout à fait, ça fait vraiment le pont avec ce que vient de dire Sylvie Maréchal, puisque ce matin, finalement, le cabinet de la ministre, donc de la secrétaire d'État qui porte ce projet de loi, apprenait qu'on leur avait dit déjà, mais entendez de la part donc des acteurs de Martinique qu'effectivement là-bas le conseil départemental n'autorisait pas. Et donc ça fait partie de ces départements et on les a listés, on a donné la liste même à la ministre. Ça fait partie de ces départements qui, effectivement, eux, sont en chute libre par rapport à ce projet et ne savent pas, au fond, au point que certains nous interrogent, nous, ne savent pas comment ils vont faire. Mais on comprend peut-être le désarroi qui
peut être celui de certains chefs d'entreprise qui peuvent se dire, mais finalement, moi, je suis agréé, ou même d'ailleurs des associations. Hein. Nous sommes en contact avec d'autres fédérations, particulièrement associatives, et dont une est totalement en phase avec nous de ce point de vue, pour dire, mais finalement, nous avons beaucoup d'acteurs agréés. Comment ça va se passer? Certes, il y aura un basculement automatique au 1er janvier en statut autorisé, automatique donc, pour le restant de la période d'agrément, avec un renouvellement qui sera un renouvellement sous l'égide du département et qui sera donc un renouvellement d'autorisation, si on peut dire. Hein. Je précise quand même que grâce à la mobilisation de la FESP, et pas seulement de la FESP, mais aussi de la FESP, le projet de loi sur cet aspect-là ne s'appliquera qu'au 1er juillet. Tout ça pour laisser le temps aux structures entrepreneuriales ou associatives de s'organiser, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, pour laisser le temps aux conseils départementaux de voir venir. Donc nous, si vous voulez, ce que l'on dit, c'est qu'il faut être constructif, il faut être déterminé dans la défense des intérêts des structures, on va dire agréées, et de ce point de vue, l'automaticité du passage à l'autorisation n'était pas prévue au départ. Il est maintenant, l'automaticité est acquise. L'application qui était prévue au 1er janvier se fera a priori au 1er juillet. Je dis a priori parce que nous, on continue de nous battre, on continue de se battre pour qu'il y ait une expérimentation. Donc là, aujourd'hui, en l'état du vote en seconde lecture à l'Assemblée nationale, ça s'appliquera au 1er juillet. Il reste encore au 2 décembre une réunion de la CMP et la commission mixte paritaire entre les sénateurs et les députés qui viendra nous dire s'il y a expérimentation ou pas, si c'est réellement au 1er juillet ou peut-être au 1er janvier, mais 2017, ce qui évidemment est notre souhait. Voilà, donc il y a des actions qui sont faites au niveau local, il y a des actions qui sont faites au niveau national. On n'a pas parlé des actions qui sont faites au niveau européen. Et effectivement, l'Europe a son mot à dire dans la disparition ou la limitation de la libre concurrence entre les acteurs. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de combats qui sont à mener. Il y a beaucoup de combats qui ont été à mener depuis des dizaines d'années. Il y en aura plein de nouveaux. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est que de toute façon, on va avoir des modifications réglementaires, des modifications fiscales, des modifications dans les années qui viennent. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on sera capable de se battre, capable de s'adapter. Et quand je regarde derrière, je me dis, il y a 10 ans, on faisait 0 de chiffre d'affaires ou pas grand-chose. On avait 0 salarié ou pas grand-chose. Et 10 ans après, on fait tous ensemble 1,3 milliard, 1,4 milliard et on a 130 000 salariés. Donc, je suis relativement confiant pour le futur, si on est capable de continuer à se battre, si en plus on est en train de se regrouper, de se fédérer et de travailler ensemble. On est juste sur un marché qui fait 40 milliards d'euros en France, 20 milliards au black, 20 milliards déclarés, sur lequel les entreprises ont fait 1,3 milliard, 1,4 milliard. On a de beaux jours devant nous si on réussit à travailler ensemble les uns avec les autres. Guy, si tu peux donner le micro. Bonjour. Voilà, je suis porteuse d'un projet qui s'appelle Apte auxiliaire de vie pour tous. Et j'aurais aimé savoir s'il serait possible de s'entretenir avec vous pour avoir votre vision sur ce projet qui, justement, va dans le sens de votre fédération et pour avoir vos retours, en fait. Oui. Donc après, à voir en fonction du type de projet, si c'est Guy, si c'est Olivier, etc. Alors évidemment pas maintenant devant tout le monde, cela s'entend. Et malheureusement, il est 16h30, il n'est de bonne compagnie qui se quitte. On peut rester ensemble parce qu'on part de la convention collective des entreprises de services à la personne un an après. Quel bilan? Réponse à toutes vos questions. On va laisser la place aux sachants. Merci à tous. À bientôt dans votre fédération regroupée.